pendant des millénaires, l'homme a tenté de se guérir à l'aide de pratiques humaines. Les techniques médicales se limitaient à l'utilisation de plantes et à quelques opérations comme la préparation et la réduction effective. En Occident, les hommes dont les noms restaient présents dans les manuels ont jalonné l'histoire de l'évolution de la médecine et de ses découvertes. 5 siècles avant notre ère, Hippocrate observe les premiers phénomènes pathologiques. Ce genre reste associé particulièrement à l'autre morale. Plus tard, l'expérience et d'importantes découvertes de l'anatomie menacent de cette autorité jusqu'à la connaissance. Il faut attendre le XIe siècle pour voir renaître la médecine qui progresse lentement pour devenir l'élève. Au XVIe siècle, les gouverneurs anglais d'Allemagne se positionnaient connus en pratiquant la distinction. Il est considéré par certains historiens comme un plus grand anatome de l'histoire. Au cours de la même période, Gaspari et le anatomiste sont importants. Il est le père de la chirurgie moderne et de l'anatomie. À la fin du XVIIIe siècle, Edouard Jenner, le docteur en vaccination, a pu parler. Ce sont les premiers pas de la médecine préventive. Au XIXe siècle, René Lévesque pratique l'occultation grâce à l'intervention du stéthoscope et le diagnostic médical. Enfin, le biologiste du pasteur a découvert cause des infections et les contrôles à l'accès contre la maladie. Cette figure est comptée parmi les remarquables progrès réalisés au XXe siècle et en montre les quelques techniques et instruments qui vont nous marquer très longtemps. Vous reconnaissez un otoscope, c'est-à-dire un appareil qui permet au médecin de regarder le tympan à l'intérieur de l'oreille. Mais cet otoscope a la particularité de ne pas être alimenté par l'électricité, puisqu'il date de 1835 et pour avoir quand même éclairé le tympan, eh bien, il y avait une bougie qui était placée devant ce pavillon et à l'intérieur, il y a un miroir qui permettait de refléter la lumière, d'éclairer le tympan et de refléter cette lumière dans l'œil de l'examinateur. Abordons un autre chapitre, celui de la cautérisation. Cautérisation, brûler la peau, brûler une plaie pour tenter de cicatriser. A priori, les objets que j'ai dans la main datent du 15e, 18e siècle. Mais en fait, Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate cautérisait déjà ses malades. On sait qu'Hippocrate, dans le cas d'une luxation d'épaule, cautérisait à l'aisselle. Les résultats, je ne sais pas. Les cautères que je présente dans la main sont des cautères que l'on a utilisés entre le 15e et le 18e siècle. Les cautères allaient toujours de pair. Ici, on a un cautère large et ici, on a un cautère boule. Pourquoi ils allaient de pair? Parce que quand l'un était au feu, l'autre était utilisé. Pour parler de l'évolution du cautère, il est important de parler d'Ambroise Paré, un chirurgien bien connu qui a développé la chirurgie sur les champs de bataille. Ambroise Paré a bien évidemment utilisé les cautères au début de sa pratique, en particulier dans les amputations des malades, mais tout d'un coup, sur les champs de bataille, ces amputations quand même suppuraient, et il a trouvé qu'il était plus efficace d'arracher un crin de cheval à la queue des chevaux sur les champs de bataille pour ligaturer des vaisseaux. Ça a été aussi une évolution. Ensuite, régulièrement, le matériel de cautérisation a évolué. Un matériel de cautérisation que nous possédons s'appelle le Paclin, dans une jolie petite boîte. C'est un matériel de cautérisation dont la lame et les pics sont en platine pour avoir une bonne densité de chaleur. Et le carburant qui est utilisé était de l'essence, 19e siècle. 20e siècle, on a utilisé le froid. Neige carbonique dans le manche, application de la neige carbonique sur les plaies pour les cautériser, même usage que le cautère du 15e ou du 18e siècle.
On sait que la neige carbonique continue à être utilisée dans des indications bien précises. Voilà 3 exemples de cautérisation dans le temps. Les techniques évoluent. On est allé vers le bistouri électrique, on ira demain vers le laser, mais il y a plein de choses à découvrir. Savez-vous de quand date l'anesthésie générale? Eh bien, de façon un petit peu étonnante, c'est relativement récent puisque la première anesthésie générale date de 1845 et c'est un dentiste américain, Horace Wells, qui le premier a découvert les effets du protoxyde d'azote, qui était appelé le gaz hilarant, et il l'a utilisé pour extraire des dents. En fait, il s'est même fait enlever lui-même une dent après avoir inhalé de protoxyde d'azote et il a trouvé que, évidemment, l'extraction était beaucoup moins douloureuse. Les premiers appareils d'anesthésie, c'était relativement simple. Il s'agissait de masques sur lesquels on plaçait un tissu ou une compresse et on versait dessus de l'éther ou du chloroforme qui était ensuite appliqué sur le visage du patient. Évidemment, ce type d'anesthésie n'était pas du tout dosé et ne permettait pas des opérations très longues. Pourtant, ce type d'anesthésie garde le nom d'anesthésie à la reine parce qu'il a été utilisé pour le 7e accouchement de la reine Victoria d'Angleterre. Elle avait des accouchements extrêmement douloureux et pour son 7e, son médecin lui a proposé de lui faire respirer des vapeurs de chloroforme pendant l'accouchement. Et elle a été enchantée de cet accouchement sous anesthésie partielle. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ce type d'anesthésie s'est répandu un petit peu en Europe, en particulier en France. Cependant, ce type d'anesthésie ne permettait pas des opérations assez prolongées et le progrès est venu de la construction d'appareils comme cet appareil très célèbre que l'on appelle l'appareil d'ombre d'âne, qui est un inhalateur d'éther. L'éther était placé sur des sortes de feutrines qui est ici et la personne respirait dans le masque. On avait ici un ballon qui servait à la fois pour visualiser la respiration de la personne, mais aussi qui servait de réinspiration, c'est-à-dire que les gaz passaient du réservoir dans le ballon, étaient réaspirés et ainsi de suite, ce qui permettait d'approfondir l'anesthésie. Cet appareil a été le seul appareil d'anesthésie à fonctionner de 1908 à 1934. Et il a été utilisé par certains anesthésistes jusqu'en 1960. Ces appareils, qui s'appellent des urétrotomes, étaient utilisés au XVIIIe siècle pour aller extraire des calculs de la vessie. On appelait ces opérations les opérations de la taille parce que cela consistait à inciser à peu près au-dessus de l'anus et ensuite, en se guidant sur une sonde placée dans l'urètre, à aller inciser, faire une sorte de tunnel dans lequel on pouvait passer des pinces qui allaient extraire ensuite les calculs. Un des exemplaires ici a un manche en bois de fruitier et celui-ci a un manche d'ébène, comme on le faisait pour les instruments de cette époque. Le brise-pierre de Guyot est un bel appareil ouvragé qui date de 1850. Son usage était certainement moins agréable que sa vue. Il servait à broyer les calculs de la vessie, qu'on appelait à l'époque maladie de la pierre. Cet appareil était introduit par les voies naturelles, et en palpant le ventre du patient, on essayait de localiser la pierre et de la coincer entre les 2 mors qui constituent l'extrémité. Une fois positionnée, la pierre était bloquée avec cette commande. La molette, en la tournant, commande une vis qui entraîne la fermeture des mors. La pierre était alors écrasée et transformée en petits cailloux qui étaient évacués dans les urines par la voie naturelle. Je vous présente un ensemble de matériel qu'on pouvait voir dans les années 1880 dans les cabinets dentaires. Donc ici d'abord un fauteuil de Wirth qui a la caractéristique d'être recouvert de velours et surtout d'avoir des pattes de sphinx comme pieds. À côté, vous voyez ce qu'on appelle un tour dentaire. En fait, c'est une fraise qui fonctionnait avant l'utilisation de l'électricité, ce qui fait que le dentiste était obligé de pédaler pour faire tourner la fraise et faire ses soins.
Je vous propose une extraction de pièces venant de l'espace de gynécologie. Alors, j'ai dans les mains un objet que ces dames connaissent bien. Il est de 1850. Il a été un petit peu chipoté par des gynécos successifs. La vis a été modifiée. Mais il est assez habituel. Par contre, ce genre de spéculum est tout à fait particulier. Spéculum de Ferguson, 1860, spéculum de Buis, et puis un spéculum qui prend toute son allure. Vous remarquerez qu'il a les manches en ébène. Nous avions donc affaire à un gynéco d'une grande qualité. Ce gynéco de grande qualité était Philippe Ricord, qui en 1834 apportait tout son soin aux belles dames du Gotha de l'Empire. Mais quelle dame! Celle qui avait la syphilis. Et il a construit un spéculum qui lui permettait de voir les plaies syphilitiques. Le manche d'ébène, je le répète, qualifie quand même le médecin. Domaine de gynéco, un très joli petit objet en porcelaine, laiton. À quoi peut bien-il servir? De très près, on aperçoit le titre qui est posé sur le flanc de l'appareil, c'est un irrigateur vaginal. Vous avez deviné son utilisation. Le liquide était mis à l'intérieur de l'appareil, sous pression. Le drain allait dans le vagin de la personne qui était soignée et le traitement était ainsi donné. Bel appareil, me direz-vous. En fait, il avait de multiples usages. Il pouvait aussi servir pour des lavements. Nous en avons 3 au conservatoire, un très bel objet en état. Un 3e qui paraît plus banal, mais qui nous renseigne sur l'origine aussi de ce matériel. Cet irrigateur déguisier nous vient d'une boutique qui s'appelait la Ménagère à Lorient. Cet objet thérapeutique paraissait bien noble, celui-ci fait un peu bazar. Il était conseillé aux familles nombreuses de disposer d'un appareil de ce type à domicile et il était conseillé à monsieur, après le rapport sexuel, de faire un lavage spermicide. Le charme devait être rompu. Les matériels que je vous présente ici correspondent à du matériel de radiologie et je vais d'abord essayer de vous rappeler ou vous expliquer comment se font les rayons X. Pour faire des rayons X, il faut utiliser une ampoule de verre à l'intérieur de laquelle on a fait le vide. Cette ampoule s'appelle un tube de Coolidge et date de 1920. À l'intérieur, il y a 2 électrodes, une cathode et une anode. Et entre ces 2 électrodes, on établit une tension très forte. Ce n'est pas du 220 volts comme ce à quoi on est habitué, mais c'est plutôt 40 000 volts ou 50 000 volts. Et cette très forte tension va faire partir les électrodes de la cathode qui viennent frapper l'anode et c'est ceci qui produit des rayonnements et en particulier des rayons X. L'appareil que vous avez derrière moi ici est un générateur de rayons X qui est le générateur Ropiquet et Hazard, qui date aussi des années 1920. C'est cet appareil qui va permettre de générer des très fortes tensions. Il est branché sur le courant électrique, mais cette bobine qui est située en haut, et plus d'autres appareils que je ne détaille pas, vont permettre de faire sortir environ 40 000 ou 50 000 volts. Donc l'ampoule de verre ici était reliée aux bornes de ce générateur pour produire des rayons X. Sur ces appareils qui datent de 1920, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucune protection, si bien que l'émission de rayons se faisait dans toute la pièce et que le radiologue qui tenait l'ampoule de verre pouvait évidemment être irradié. Et on sait que de nombreux radiologues de ces époques ont eu des lésions des mains, voire des maladies du sang, et beaucoup sont décédés. Donc voici un poumon d'acier
qui est un des premiers ventilateurs utilisés pour faire respirer les malades qui avaient une paralysie des muscles respiratoires. C'était en particulier le cas des patients ayant une forme grave de poliomyélite qui donnait une paralysie du diaphragme. Pour faire respirer ces patients, on les mettait à l'intérieur de ce caisson. Seulement la tête sortait ici du caisson et ce caisson était relié à une pompe qui envoyait successivement une surpression puis une dépression à l'intérieur de l'appareil, ce qui faisait une compression un peu du thorax, puis à nouveau un relâchement du thorax, et ça suffisait à faire respirer ces malades. Vous pouvez être étonné de penser que les malades restaient 15 jours à 3 semaines dans ces appareils dans la phase aiguë de leur maladie, et ce n'est que quand les muscles respiratoires avaient un petit peu récupéré qu'on pouvait les faire sortir et utiliser d'autres moyens pour soutenir leurs muscles respiratoires. Plus étonnant aussi, ces appareils ont été longtemps utilisés par les malades ayant des séquelles graves de tuberculose, et encore dans les années 2000, des malades avaient ce genre d'appareil chez eux et s'en servaient en particulier la nuit pour mettre au repos leurs muscles respiratoires et pouvoir avoir une vie un petit peu plus autonome pendant la journée. Donc voici un patient qui est dans l'appareil. Il ne reste plus qu'à fermer avec cette partie ici pour que le caisson soit totalement étanche et puisse être relié à la pompe. Alors cet appareil a été construit pour la première fois en 1928 aux États-Unis et il a été utilisé pour la première fois sur un jeune enfant qui était en insuffisance respiratoire et quelques minutes après avoir été mis dans l'appareil, il a pu respirer normalement et être sauvé, ce qui ensuite a permis de développer beaucoup ce poumon d'acier qui a été vendu dans tous les États-Unis puis l'Europe très rapidement. Vous avez ici des appareils qui sont très étonnants pour nous actuellement. Il s'agit d'un appareil de Jouvelet qui a été utilisé pour faire des transfusions sanguines directement d'un donneur à un receveur. Il date de 1934. À cette époque, on connaissait les groupes sanguins, mais on ne connaissait pas encore les facteurs Rhésus. Une aiguille était mise dans le bras d'une personne, d'un donneur de sang, et cette aiguille reliée à un tuyau de caoutchouc qui passait dans l'appareil, et l'autre extrémité du tuyau était raccordée à une aiguille placée dans la veine d'un receveur. Avec cette manivelle, il était possible de faire avancer le sang du donneur au receveur, et un petit compteur permettait de connaître la quantité de sang passé. Une autre façon d'effectuer ce don directement de donneur à receveur était d'utiliser une seringue présentant un robinet à 3 voies. Le principe était un peu le même. On pompait le sang du donneur, tournait le robinet et on réinjectait le sang dans le receveur. Cet appareil a eu un énorme succès au moment de son lancement en 1934 et un certain nombre de médecins privés, de généralistes, l'avaient dans leur trousse médicale. En fait, il n'a été utilisé qu'environ 7 ans. En effet, en 1940, on a découvert les facteurs Rhésus et à partir de ce moment, l'appareil n'a plus été utilisé pour faire des dons directement de personne à personne.